Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout est déjà là, le podcast qui allie spiritualité et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais te parler de mon séjour en Inde. Je suis partie en mars pendant près de 3 semaines, séjourner dans un ashram. Ça fait maintenant un petit peu moins de 2 semaines que je suis rentrée au moment où j'enregistre cet épisode. Et pour faire un peu le miroir à l'épisode précédent qui disait «Je pars en Inde», j'ai eu envie aussi de faire un peu ce point de retour pour pouvoir aussi observer ce qui était avant et voir le chemin et ce qui est aujourd'hui. Donc tu peux aller écouter cet épisode qui s'appelle «Je pars en Inde», mais tu peux aussi aller écouter les capsules qui sont diffusées à partir de cette semaine les mardis, qui sont en fait intitulées «Journal d'Inde» et c'est des micro-capsules de 20 minutes à peu près, 10-20 minutes que j'ai enregistrées, il y en a 4 et c'est des réflexions que j'ai enregistrées à l'ashram suite à des satsangs, donc des partages avec le swami de l'ashram ou à des discussions avec mes guides. Voilà, donc tu peux à la fois aller écouter, avant d'écouter cet épisode peut-être, «Je pars en Inde» ou l'écouter après et tu peux aussi aller découvrir le journal d'Inde, ces 4 capsules qui sont diffusées le mardi. Voilà, qui sont un peu plus personnelles peut-être et que j'ai aimé tisser parce que dedans, en fait, je te partage des réflexions, mais derrière, je te pose aussi des questions que tu peux toi aussi intérioriser pour trouver tes propres réponses parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, même si, mon expérience et mon vécu, t'intéressent sûrement beaucoup. Pour toi, c'est beaucoup plus riche aussi d'arriver à tes propres réponses et tes propres conclusions. Donc là, je suis dans une phase depuis que je suis rentrée où je laisse quand même un peu le temps faire. Je laisse décanter dans ma vie pro et perso l'écho de ces 3 semaines passées en Inde. Donc dans cet épisode, tu vas savoir ce que je retiens à chaud, de ce séjour, l'impact sur ma vie. Tu vas aussi découvrir ce que je ferai différemment lors de mon prochain séjour en Inde parce que c'est sûr, il y en aura un autre, peut-être même plein d'autres, j'espère à partir de 2026. Et aussi, tu vas découvrir mes conseils pour partir et revenir un peu plus sereine. Donc cet épisode, il va être fait pour toi et il va t'intéresser si tu es yogi-preneuse comme moi et que tu envisages de partir plus de 10 jours en voyage pour anticiper certaines choses, pour avoir peut-être quelque chose à l'esprit, auquel tu n'aurais pas forcément pensé. Si tu es curieuse et curieux aussi de savoir ce qui s'est passé sur place à l'ashram et en dehors pendant ces 3 semaines. Et si tu recherches des conseils concrets et très faciles à mettre en place aussi pour pouvoir, maintenir ton activité de façon douce et sereine pendant ce séjour. Donc n'hésite pas à t'installer et c'est parti. Donc je vais déjà te redonner un petit contexte assez rapide, de pourquoi je suis partie en Inde. Tu peux en découvrir vraiment beaucoup plus dans l'épisode «Je pars en Inde» qui a été diffusé, précédemment. Donc dans ce contexte, je suis depuis 1 an une formation qui s'appelle Transformation, qui est guidée par Nathalie et Adam, qui sont 2 guides qui, proposent cette formation et qui est vraiment pour moi bien plus qu'une formation en soi. Parce que même si j'ai, développé plus de connaissances dans le yoga de la voix, que j'ai découvert le Drupad, donc le chant de yoga, le chant indien du nord de l'Inde, les mantras, j'ai aussi découvert beaucoup de potentiel en moi. J'ai aussi questionné beaucoup à la fois mes croyances, ma façon de transmettre, ma façon d'être au monde et ça a été non pas une formation, mais pour moi vraiment un accompagnement sur 1 année. Les 3 premiers modules ont eu lieu en France l'année dernière, donc en avril, juillet et octobre et le dernier module qui est en fait pour eux la 2e année se déroule en Inde sur 2 semaines et demie. Donc là, je partais en Inde dans ce contexte après avoir suivi les 3 premiers modules en France, dans lesquels on a déjà bien bossé pendant, 2 fois, je crois 6 jours et 10 jours sur le dernier. On a travaillé sur le chant de Drupad, sur le mantra, sur la spiritualité quand même hindoue, parce qu'il faut voir que dans cet accompagnement, dans cette formation, il y a énormément d'éléments de spiritualité, du yoga et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que, il y a vraiment des partages sur, bien évidemment, il va parler des yogas enfin, je dis bien évidemment, mais parce que c'est des choses qui reviennent souvent, mais la façon dont il en parle, c'est différent. On a parlé des Yoga Sutras de Patanjali, on a parlé du rôle des mantras, du rôle de la vibration, on a parlé, de grandes déités, on a parlé du sanskrit. On a parlé d'énormément de choses qui nourrissent en fait à la fois la pratique du yoga de la voix, mais aussi ma pratique en tant que guide de yoga, mais surtout qui m'a façonné beaucoup en tant que yogi, dans ce chemin et ce cheminement-là. Parce que pour moi, pour transmettre et pour pratiquer, ça part avant tout de l'être que l'on est.
Donc, ce séjour, il se passait pendant 2 semaines et demie et on était dans un ashram à Aurovalley qui se situe entre Haridwar et Rishikesh, donc c'est dans le nord de l'Inde. C'est à 5 heures de taxi, de Delhi, ce qui est l'aéroport le plus proche, international le plus proche. C'est un ashram qui a la chance d'être en pleine nature, préservé, qui est très, très chargé spirituellement et en vibration puisqu'il existe, pas depuis si longtemps que ça, mais énormément de grandes figures y sont passées, de belles personnes y sont passées, du monde entier puisque c'est un ashram qui reçoit des personnes qui viennent aussi bien, d'Europe, de Russie, des États-Unis, du Brésil, hem, d'Afrique. Il y avait vraiment un mélange et un mix de cultures qui était merveilleux et à vivre dans un ashram. C'est-à-dire, on là où on était, logés et où on pratiquait, on avait la chance de pouvoir côtoyer énormément de personnes différentes mais qui venaient toutes avec cette même, intention racine, j'ai envie d'appeler, qui est l'amour et qui est aussi, la volonté de vivre avec l'autre. Donc tout était fluide, tout était à peu près calme. Ça ne veut pas dire qu'il y a jamais d'accrochage ni rien, mais en tout cas, tout se fait dans la volonté d'être avec l'autre et de partager avec l'autre et du bonheur de tous. Donc c'est pas, le monde des bisounours, hein. Chacun et chacune a des tâches à remplir dans l'ashram. Il y a le ménage, il y a la cuisine, il y a, la participation à la vie de l'ashram. Il y a des personnes qui gèrent l'administratif, il y a des personnes qui gèrent la bibliothèque. Donc quand on vient dans un ashram, en fait, il y a le seva qui est vraiment, le seva, en fait, c'est comment on contribue à la vie de l'ashram en étant là. Mais en tout cas, ce qui était chouette, c'est que sortie de la France, arrivée en Inde, c'est en tout cas une situation qui est assez exceptionnelle puisque on peut côtoyer encore une fois des personnes d'univers différents, de mondes différents, parler de tout, poser des questions spirituelles puisqu'autour de toi, tu as que des personnes qui sont là, dans cette direction, qui veulent aussi comprendre, qui se posent des questions existentielles comme moi. Ça, c'était chouette de pouvoir poser des questions, hyper existentielles et puis dans l'ashram, il y a aussi ces temps qu'on appelle les satsangs, qui sont des partages. En fait, le satsang, c'est au moment où un maître ou un swami ou un gourou, heu, vient partager un moment avec sa sangha, sa communauté et tu peux lui poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Et lui, il répond du mieux qu'il peut avec, bah, sa spiritualité, sa philosophie et ses expériences. Donc c'est très riche, on a pu participer à 3 satsangs, ou 4 et c'était, vraiment des moments qui, moi, m'ont bluffée parce que déjà, c'est ouvert vraiment, en tout cas à Aurovalley, on pouvait vraiment poser des questions hyper existentielles et partager des choses, du vécu et avoir en face une réponse qui est toujours empreinte d'empathie, d'amour, d'écoute et de volonté d'aider et de répondre aussi bien que possible. Mais pour autant, le swami ne donne pas la réponse, il va te donner le chemin pour trouver tes réponses. Et si tu as déjà écouté mon podcast ou suivi mes enseignements, tu sais que c'est vraiment, pour moi, ce qui régit ma vie, c'est de ne pas dire aux personnes ce qu'elles ont à faire ou comment le faire, mais de donner tous les outils pour le faire à son image et c'est merveilleux de pouvoir vivre ça. Donc on est partis pendant, presque 3 semaines. On est resté 2 semaines et demie, je crois, sur place. En tout cas, moi, je suis arrivée quelques jours avant le début du dernier module parce que je voulais à la fois m'acclimater et pouvoir, bouger un petit peu avant que le module commence, parce que je savais que ça allait être intense. Ils nous avaient bien prévenus et pendant le module, on avait, 2 jours à l'extérieur, mais ces 2 journées étaient cadrées puisqu'ils voulaient nous emmener dans des endroits, absolument exceptionnels, dont je te parlerai après. Donc pendant ces semaines-là, c'est quand je dis que c'est intense, je rigole, mais voilà, c'était 6 heures du matin, 19 heures le soir, avec une pause, de 2 heures, je crois, pendant la pause déjeuner, mais ça passe très vite parce que le temps d'aller au réfectoire, de manger, de partager un peu avec l'autre, de revenir, de se reposer. Parfois, on avait des choses à pratiquer ou à faire pendant la pause déjeuner. Hem et ben, le temps passe très vite, en fait, donc c'est vraiment des journées pleines de 6 heures à 19 heures. Avec le matin, il y avait, des pratiques qu'on appelle le Kahraj, qui est un chant qui permet de plonger vraiment en soi, moi que j'adore, guidé par Adam et ensuite on avait une méditation, d'une demi-heure, 3/4 d'heure et ensuite des mouvements guidés par Nathalie et le soir, de 18 heures à 19 heures, on était aussi on allait dans le hall de méditation de l'ashram et on méditait pendant, 1 heure, 45 minutes. Il y a des fois où j'y suis allée que 30 minutes parce que j'étais un peu, crapette. À un moment, j'étais fatiguée, dans la formation, donc j'ai réussi à méditer pendant une bonne demi-heure, mais pas plus. Je sentais que je pouvais pas donner plus. Mais en tout cas, on allait dans le hall de méditation, puis à 19 heures, il y avait le dîner, et ensuite, en général, très sincèrement, 21 heures, 22 heures, coucher.
pour se relever à 5:30 le lendemain et aller au carnage. Donc ce contexte, en fait, il était particulier et en même temps, moi, il m'a énormément convenu parce que j'ai eu quelques jours de liberté en amont, dont je vais te parler ensuite, où j'ai pu bouger notamment avec des membres du groupe qui étaient aussi venus en amont. Donc on a pu prendre des taxis ensemble pour aller visiter, certaines villes alentours. Et puis pendant, on était cadrés et on avait cette chance extraordinaire de pouvoir, d'avoir un planning qui était fixe, de savoir où il fallait se présenter, d'avoir des horaires fixes pour déjeuner, pour dîner et en fait, ça permet vraiment de s'ouvrir complètement et de se dédier complètement à la pratique et c'est pour ça que je dis que c'est un cadre exceptionnel parce que, je suis pas partie, en sac à dos en Inde, visiter le nord de l'Inde, aller d'un endroit à l'autre. Je suis restée au même endroit pendant 2 semaines. J'ai vraiment vécu ce dernier module du yoga de la voix à fond et ça m'a permis de plonger en moi et de ne pas me préoccuper entre guillemets «du reste». C'est-à-dire que tu as pas à penser des choses du quotidien, tu vois? Par exemple pour moi, amener, récupérer ma fille, hem, organiser les repas, faire les courses, appeler la famille pour savoir comment on s'organise le week-end, la semaine, répondre au téléphone la journée, niet, parce qu'en fait, j'étais dans ma pratique. Donc ce contexte, pour moi, il a été, inestimable. Donc j'en parlerai aussi après. Et donc je suis rentrée le lendemain de la fin de la formation. Je voulais pas rester trop longtemps, j'avais un peu anticipé ça, mais ma fille et mon conjoint me manquaient beaucoup au bout de 3 semaines, et surtout on avait tellement appris, tellement découvert, tellement vécu que pour moi, la coupe était pleine et il était entre guillemets «temps de rentrer» pour digérer et faire un pas de côté, faire un pas en arrière pour pouvoir dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Et là, c'est ce que je fais depuis 2 semaines. C'est vraiment de pouvoir faire ce pas de côté, ce pas en arrière, pour, voilà, pour, digérer littéralement, pouvoir assimiler tous ces changements, tous ces vécus, toutes ces choses. Donc, voilà, ça c'est un peu le contexte rapide. Si je veux plus de détails, j'en parle plus dans la vidéo «Je pars en Inde» puisque c'était vraiment le point de départ. Mais voilà, ça te donne un peu le contexte dans lequel j'étais en Inde. Donc j'ai pas découvert l'Inde, j'ai découvert le nord de l'Inde, à Raiwala, entre Haridwar et Rishikesh. Voilà, pour être totalement honnête. L'Inde est immense, bien évidemment. Le nord, le sud sont totalement différents, l'est et l'ouest sont totalement différents, le centre et je suis sûre totalement différents. Donc je n'ai pas la prétention de dire que je connais l'Inde. Par contre, j'ai adoré ce que j'ai vécu au nord de l'Inde et ça me donne envie de partir en Inde l'année prochaine et si je peux tous les ans ou tous les 2 ans rapidement. Donc là, on va rentrer dans la partie ce que je retiens pardon, à chaud de ce séjour. Alors je dis à chaud parce que bien évidemment, tout ce que je vais te partager là dans cet épisode et tout ce que je t'ai déjà partagé, c'est un peu le fruit de cette digestion, de ce décantage que j'ai depuis 2 semaines et demie. Donc je vais sûrement oublier des choses. Il y a sûrement des choses que je vais réaliser après ou qui vont bouger dans les semaines à venir, mais en tout cas à cet instant T, un peu moins de 2 semaines après être rentrée d'Inde, voici le constat. Donc là, je voulais, commencer en te partageant ce qui avait eu un impact hyper fort dans ma vie perso et dans ma vie pro, sans forcément rentrer trop dans le détail du perso et du pro, mais en tout cas, voilà, ce avec quoi je suis à l'aise de te partager. Il y a quelques points, je les ai notés pour pas les oublier. Déjà, comme je l'évoquais juste avant, partir vivre en ashram 2 semaines, c'est vraiment un luxe spirituellement et humainement. Et comme je te le disais, j'ai vraiment hâte de repartir. Alors je sais pas si ce sera en ashram le suivant. Ce qui est sûr, c'est que j'espère vraiment que ce sera avec Adam et Nathalie à nouveau. Parce que pour moi, leur philosophie, leur pédagogie et leur façon de fonctionner me convient parfaitement. J'ai eu cette chance de rencontrer ces 2 personnes et de pouvoir, voyager avec eux, pratiquer avec eux et j'ai hâte de le refaire, vraiment. Je vais pas trop redétailler la vie en ashram parce que finalement je t'en ai parlé un peu en intro, mais voilà, pouvoir découvrir la vie d'une communauté dédiée à la spiritualité, c'est très fort parce que tout le monde a encore une fois le même intérêt à cœur, la même intention, et tout le monde est dans l'ouverture. Donc il y a pas de questions idiotes, il y a pas de gestes idiots, il y a pas de mauvaises réponses. En fait, tout le monde est là pour questionner, pour cheminer, pour regarder l'autre avec bienveillance, ce qui fait qu'il y a pas, de violence verbale. Tout le monde est inclus et incluse, hem et c'est vraiment privilégié parce que quand tu pars en formation, dans ce contexte-là, tu peux explorer déjà tout ce qui t'est transmis en formation, mais quand tu sors de la salle de pratique, tu as pas à prendre les transports ou à aller, penser à faire à manger ou à regrouper. C'est un peu comme quand on est dans une retraite de yoga finalement. Tu as rien d'autre à penser que: «Qu'est-ce que j'ai vécu? Comment ça vibre?» hem et comment ça vibre avec l'autre aussi, ce qui change et ce qui est en mouvement. Donc j'ai hâte de revoyager en Inde.
si possible en Inde du Sud, comme je le disais. J'aimerais beaucoup aller à Auroville aussi. Aurovalley est un ashram qui est vraiment lié à Auroville, hein, avec, la lignée d'Aurobindo, Sri Aurobindo et la mère. Là, ils sont tous les 2 très présents sur le site, et c'est aussi un autre point dont je vais te parler après. Ce qui m'a, aussi marqué beaucoup, et que je retiens à chaud, c'est que l'Occident continue, et l'Europe, continue et les Américains, continuent de modéliser, d'avoir une influence forte sur l'Inde, qui est pas toujours, en tout cas avec ce premier contact, que j'ai pas trouvé toujours bénéfique. Hem, il y a énormément de personnes qui viennent en Inde, pardon, je vais parler encore plus précisément parce qu'encore une fois, je connais pas l'Inde au sens large et j'aime pas les généralités. J'ai découvert que beaucoup d'occidentaux venaient à Rishikesh et un peu moins à Haridwar, parce qu'Haridwar a réussi quand même à maintenir ce contexte de ville très spirituelle, très indienne. Mais alors Rishikesh, je suis hyper, divisée sur cette ville. Pour moi, ça a été, un choc parce que c'est un peu le Disneyland du New Age. Et pourtant, j'avais perçu que c'était une ville très spirituelle et en fait, j'en ai appris plus ensuite. C'est que, on a eu la chance d'aller rencontrer un swami qui habite à Rishikesh, qui est là-bas depuis plus de 45 ou 50 ans, et qui a vu l'évolution de Rishikesh, qui est, j'ai envie de dire, on le sent attristé par ce qui se passe à Rishikesh. Rishikesh était une des villes les plus spirituelles d'Inde, vraiment, enfin d'Inde, ouais, ça s'appelait pas l'Inde avant, mais de ce pays. Hem, les swamis, les grands gourous, les grands sages allaient à Rishikesh au bord du Gange pour méditer, pour se réaliser, pour échanger, pour s'enrichir. Les shishas, les aspirants allaient à Rishikesh pour trouver leur guide, pour et en fait aujourd'hui Rishikesh, ça m'a fait un peu le même effet que Ubud quand j'y avais été à Bali en 2010, donc j'imagine même pas comment est Ubud aujourd'hui. Je pense que j'y retournerai jamais parce que ça va vraiment me faire de la peine quand j'entends, certains proches qui me racontent, voilà, quand ils rentrent ce que c'est. Parce qu'à l'époque, c'était encore très sauvage et très baliné. Mais bon, là, Rishikesh, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y a des coffee shops, il y a des restaurants pour occidentaux, il y a des hôtels pour occidentaux, bien évidemment. Alors, d'un côté, c'est pour ça que je dis que je suis divisée, parce que d'un côté, je comprends cette, occidentalisation, parce que pour accueillir, certaines personnes, c'est vrai que le mode de vie à l'indienne peut être très violent, si tu viens de certains pays. Violent dans le sens où, ben, il faut accepter de laisser sa vie derrière. Et même si on vient, à Rishikesh ou en Inde du Nord, et ben, on réalise pas ce que ça veut réellement dire de laisser sa vie derrière tant qu'on l'a pas fait. À l'ashram notamment, j'ai changé totalement mon mode de vie, j'en reparlerai après aussi. Mais voilà, en tout cas, je peux comprendre qu'il y ait des hôtels qui se soient adaptés, je peux comprendre qu'il y ait certaines choses qui aient été mises en place, voilà, les boutiques se sont déployées. Mais on voit qu'il y a quand même une grande part, une division à Rishikesh entre guillemets «les anciens» et les Indiens d'un côté et les occidentaux de l'autre. Et j'ai pu échanger avec une personne, une Française qui habite à Rishikesh depuis 1 an, qui me disait qu'elle était vraiment venue aussi pour découvrir l'Inde. Donc elle et qui m'expliquait que c'était très dur en fait d'aller au contact, des Indiens, d'être acceptée par, les locaux et que ça demandait beaucoup de temps et beaucoup de patience parce qu'en fait, ils ont forcément ce mouvement de savoir que tu es sûrement de passage ou que tu viens juste faire tes trucs dans Rishikesh et que tu viens pas à la rencontre des Indiens ou à la rencontre de Rishikesh avant. Donc là, ça a été un peu une désillusion, j'avoue, Rishikesh. On y allait 3 fois. On y allait une fois vraiment pour visiter, faire du shopping. C'est là que j'ai découvert l'ampleur du truc. Je me suis dit: «Mais c'est quand même, c'est quand même très occidental, hein». On a l'impression d'être dans une ville balnéaire. Il y a des personnes qui descendent le Gange en rafting en hurlant, «Ah!» enfin voilà, la paix et le sacré sont à trouver. Par contre, on y est retourné une deuxième fois pour aller, à l'ashram de Shivananda qui est absolument merveilleux. Je connaissais pas du tout ce personnage. C'était, ce grand sage et tous ces, aspirants, qu'il a eu depuis qui sont quand même d'une lignée très puissante. Et puis on y est retourné pour, on espérait faire un arati là-bas, on n'a pas eu le temps. Mais j'y suis retournée un peu avec la curiosité, voilà, de trancher un peu mon avis avant de repartir. Donc avec beaucoup plus, moi j'y suis allée en mode un peu plus cool, voir certaines choses et voilà, sur Rishikesh, le constat pour moi, ça a été quand même que l'Occident, façonne encore beaucoup l'Inde et pas forcément de la meilleure le meilleur moyen possible et de la meilleure façon possible. Apparemment, il y a d'autres villes qui sont un peu touchées comme ça en Inde, mais pas énormément. Rishikesh reste un peu à part, donc j'ai pas envie de dire que ça me rassure, ça serait présomptueux de ma part, mais quand je suis allée à Haridwar, voilà, on sentait qu'on était en Inde avec des Indiens. À Haridwar, les personnes étaient très accueillantes, très souriantes. Si on leur souriait, qu'on leur montrait qu'on était là avec humilité. On nous a accueillis pour un arati du feu. On était tous assis par terre, là, en face, du Gange, enfin, au bord du Gange, en face, de la berge où il y avait l'arati du feu.
et tout le monde, voilà, nous a souri, nous a inclus, on s'est tous serrés les uns les autres. Quand ils se sont levés pour repartir, on était des milliers. Moi, je me suis dit: «Oh là là, ça va être la grande panique». Pas du tout, tout le monde était très calme, tout s'est fait dans la paix, dans vraiment et avec ce côté sacré du quotidien que j'adore, que j'avais vu au Népal où, et à Bali aussi, où le sacré, où la spiritualité est ancrée dans leur journée. C'est pas: «Je vais à l'église le dimanche». Voilà, c'était un moment en famille, il y avait énormément d'enfants, c'était un vrai plaisir donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je retiens aussi de ça. Une autre chose que je retiens, c'est que la voix m'a ouvert la voie. C'est-à-dire que le travail de la voix, VOIX, m'a vraiment ouvert la voie, VOIE. Je suis arrivée en formation et dans transformation l'année dernière, en sachant que j'avais pas mal de difficultés à utiliser ma voix correctement, que j'avais du mal à me faire entendre, que parfois j'avais un peu voilà, j'étais pas à l'aise. Chanter des mantras, bah, je le faisais, mais je sentais bien que j'étais pas dans la justesse parce que j'avais pas confiance en moi, donc je voulais gagner confiance en moi aussi là-dessus. Et en travaillant la voix, qui est vibration et qui est finalement issu du silence en nous-mêmes, de cet espace du grand tout en nous, et ben, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé plein de réponses en Inde, pendant ce séjour à des questions, et j'en parlerai ensuite. Mais en tout cas, ça a été pour moi une grande réalisation quand je suis rentrée, c'est que tout ce cursus d'1 an sur la voie, qui a sûrement débuté un peu avant et qui va continuer, c'est certain, et qui continue, c'est même pas qui va continuer, qui continue, m'a permis de trouver des réponses en moi parce que c'est des moments où je me posais, je me concentrais sur, la justesse et la justesse, du coup, elle n'est pas que dans la voix, elle est dans la posture et la posture, elle est dans la façon d'être. Enfin, ça touche à plein de sphères et ça a été extrêmement riche et je suis très heureuse de continuer, ce cheminement-là. Je vais pas devenir chanteuse de Tolpad, je suis pas chanteuse, mais en tout cas, je suis à l'aise aujourd'hui pour chanter certains mantras. Je suis à l'aise aujourd'hui avec ma voix. Je pense que je l'utilise davantage. Peut-être que toi-même dans le podcast, tu as vu une évolution par rapport au début ou si tu suis mes cours ou mes formations. Mais en tout cas, bah, j'aime ma voix aujourd'hui et ça, c'est un grand truc à dire. Mes proches, je pense, vont tomber de leur chaise en entendant ça, mais j'aime ma voix et je suis confiante dans ma voix, VOIE. J'ai beaucoup de clarté sur ce qui va être pour Evolve Yoga cette année et ce qui va être pour moi en tant qu'humaine, dans les années à venir, avec toujours cette possibilité de prendre d'autres chemins ou d'autres sentiers. Un autre, quelque chose d'autre qui m'a frappée, pendant le séjour, le groupe est hyper important. Les personnes avec qui tu pars sont hyper importantes. Parfois j'entends des personnes me dire: «Ah, je pars en voyage, en Inde du Sud, dans le Kerala ou autre». «Ah, ben tu pars avec qui?» «Ah, une personne, j'ai trouvé le séjour sur internet, je voulais juste faire, un voyage, de yoga de 5 jours en Inde». Et ben, là, je vous dis, enfin moi je suis émerveillée que vous puissiez faire ça parce que moi c'est pas une possibilité. Prendre l'avion sur des milliers de kilomètres, déjà j'essaye de limiter le nombre de fois où je prends l'avion. Là, j'avais pas pris l'avion depuis super longtemps, pour l'aspect, pollution, mais pollution de l'avion, mais aussi de tout ce qui est parce que si vous regardez un avion, moi ça m'a «émerveillée» entre guillemets, le nombre de plastique dans un avion parce que tous les casques sont emballés, toutes les couvertures sont emballées, parce que le repas, les plateaux repas, les gobelets, les toilettes, le nombre de déchets que génère un seul avion pour emmener des personnes d'un point A à un point B est ce qu'il est. Alors c'est très pratique, je vis dans la modernité, je prends l'avion quand, je juge que je le prends, mais j'essaye de limiter. Mais en tout cas, voilà, prendre l'avion, aller dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne pratique pas, enfin généralement très peu de gens parlent le tamoul par exemple, hem, avec une personne qu'on ne connaît pas, donc tu ne sais pas comment vont se passer tes journées, comment tu vas partager ou autre. Ben, moi je suis émerveillée, je peux pas le faire et j'ai été très contente d'avoir cette chance de partir encore une fois avec Adam et Nathalie et surtout d'avoir pu passer 3 semaines, 3-4 semaines avec eux avant, puis d'autres stages que j'ai fait, parce que j'ai fait quand même aussi des journées d'immersion avec eux. J'ai fait un stage à La Rochelle avec eux avant la formation pour les rencontrer, enfin et c'est génial parce que du coup, j'ai pu valider que, leur façon de transmettre leur vision du yoga et du yoga de la voix me faisait vibrer, me touchait, pouvait me nourrir. Leur façon d'organiser les journées était parfaite pour moi. Tout est clair, tout est et puis franchement, ils pensent à tout. Ils pensent à tout. Ce voyage est extraordinaire parce ils veillent sur nous, ils anticipent beaucoup de choses parce qu'ils ont l'expérience et ils partent tous les ans en Inde, pendant de grandes périodes depuis des dizaines d'années. Donc ils ont pu nous anticiper pas mal de choses, je t'en parlerai un peu et puis le groupe est hyper important parce que finalement, on passe quand même de 6 heures le matin à 19 heures le soir ensemble, comme je disais, plus les repas. La plupart du temps, on se retrouve quand même dans le réfectoire, même s'il y a toujours moyen de s'isoler. J'avoue que moi, les repas, j'aime les prendre en silence parce que j'ai tendance à manger un peu vite et à pas forcément bien mâcher mes aliments et du coup, si je suis avec des personnes et que je parle, je fais moins attention.
Donc souvent, je mange toute seule, déjà pour m'assurer que je mange plus lentement et en conscience et aussi pour digérer les journées. Parce que moi, au niveau sensoriel, le fait de passer des journées à chanter avec tout ce qui vibre à l'intérieur, tout ce qui bouge au dedans, tout ce qui bouge au dehors, les repas, c'était un peu des moments clés pour moi avec les soirées pour, recentrer et poser. Mais en tout cas, choisir bien ton groupe et les personnes, c'est clé et je suis hyper contente de l'avoir fait parce que, au fil du temps, j'ai vu le groupe en plus évoluer comme on s'est suivis sur une année. On travaille aussi en binôme et en groupe entre les sessions, donc on échange entre les sessions. C'est pas juste on s'est vu en avril l'année dernière, puis en juillet. Voilà, on a été plusieurs aussi à échanger, à pratiquer ensemble, entre chaque module, donc c'était super. Et puis ça permet d'arriver, de se retrouver à l'aéroport, de prendre le taxi ensemble dans la bonne humeur et dans la joie, de revenir aussi dans la bonne humeur et la joie, de prendre pourquoi pas les mêmes vols. Tout ça en fait, ça permet à ces moments de commencer avant d'arriver sur place aussi. Donc le choix du groupe et des personnes sont vraiment clés. Et le groupe à la fin était vraiment, très intéressant parce qu'on était vraiment avec la vision de s'encourager, de s'accompagner, de partager, se soutenir les uns les autres dans ce qu'on traversait, parce qu'on traversait tous des choses et toutes des choses avec ce yoga de la voix. Hem, mais je me suis jamais sentie jugée, je me suis jamais sentie pas à ma place. En tout cas, pas à cause du groupe. La voix intérieure, c'est autre chose. Le petit juge intérieur, lui, s'est parfois fait un petit plaisir de certaines choses, mais c'est ça qui est chouette, c'est de l'expérimenter et de tout de suite mettre le haut là en disant: «Non, en fait, ça, c'est une construction de mon mental. Ce n'est pas ma réalité». Et c'est hyper fort. Et ce que j'ai adoré, mais je savais déjà parce que je l'avais vécu, quand je suis partie au Népal pendant 10 jours, moins tu as, plus tu vis. Hem, Tu le verras dans mes conseils ensuite, mais en tout cas, je suis partie avec peu, même si, tu vois, comme toujours, tu as peut-être déjà vécu ça en partant loin, il y a toujours des choses qui restent dans la valise ou qui servent pas. Hem, voilà, notamment, j'avais pris une doudoune au cas où parce que le soir, il peut faire frais là-bas, mais en fait, la température est montée assez vite, donc j'en ai pas eu besoin. Mais qu'importe, on s'en fiche, la valise est là pour ça. Mais en tout cas, j'avais pris peu de choses, que ce soit en vêtements, en objets, pour mon hygiène de vie. J'avais vraiment pris très peu de choses. J'avais pas pris mon ordinateur. J'avais mon iPad pour pouvoir lire ce que je lis pas mal de magazines, de livres sur iPad, donc ça permet de voyager un peu plus léger. J'avais mon téléphone et c'est tout. J'avais laissé ma montre connectée, j'avais laissé mon ordinateur ici. J'avais pris peu de vêtements. J'en parlerai ensuite, mais un gros, gros merci à Léa Léa Chamadevi qui est dans une des interviews, un des épisodes précédents, qui m'a, sponsorisée et équipée en vêtements parce que voilà, j'en parlerai après, mais ça a été extrêmement confortable. Mais moins tu as, plus tu vis. C'est-à-dire que du coup, tu ne penses plus à ce que tu vas mettre le matin, à ta routine du soir, à ce que tu vas manger parce que tu as de la chance qu'en ashram, la cuisine soit faite et dans cet ashram, la cuisine est très bonne. Hem, Tu te demandes pas ce que tu fais dans la journée parce que tu sais où tu dois être à quelle heure. Ton rôle, c'est d'arriver avec une attitude juste, une intention forte, et d'être pleinement présente au groupe. Rien d'autre entre guillemets, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, je me suis rendu compte que moi j'avais plus je vivais. Donc je t'avoue que là, depuis que je suis rentrée, depuis 2 semaines et demie, j'ai déjà regardé mon armoire chez moi de travers. Il y a des vêtements que j'ai encore de mon ancienne vie à Paris, quand je travaillais en agence de com parce que je les aime bien, ou quand j'enseignais en yoga à Paris. Je mets plus du tout les mêmes vêtements pour enseigner aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et je t'avoue que je les ai regardés en me disant: «Oh, il va y avoir une petite page sur Vinted bientôt qui va s'ouvrir avec, plein de vêtements qui vont partir à des personnes qui en ont besoin et à qui ça plaît». Et là, tu vois, je suis en train d'enregistrer cet épisode face à ma bibliothèque. Je regarde ma bibliothèque et je sais qu'il y a des livres qui vont partir et faire de la place. J'en parlerai dans un point, suivant, mais en tout cas, j'ai trouvé ma lignée. J'ai été confortée dans l'idée que l'hindouisme est vraiment ma spiritualité, même si j'adore étudier le bouddhisme, la médecine traditionnelle chinoise, la kabbale, hem, le chamanisme. L'hindouisme est vraiment ce qui me fait vibrer et j'ai eu plein d'indices là-dessus, mais je t'en parlerai après. Et donc là, je suis, à mon avis, en train de préparer, c'est peut-être le printemps aussi, mais tout un gros nettoyage, de plein d'objets que j'ai, de vêtements, mais ça touche aussi à la sphère de professionnelle. C'est-à-dire qu'en rentrant et pendant que j'étais là-bas, déjà, j'ai cogité quand même, j'avais un carnet pour noter des choses. Il y a des projets qui ne vont pas se faire, que j'avais prévu qui vont pas se faire cette année. Il y a des choses qui vont ralentir. Il y a des choses qui vont être plus légères. Il y a des choses qui ont été remontées en priorité, qui traînent depuis un certain temps, parce que comme je fais énormément de choses, il y a des choses qui se décalent. Et en fait, ces choses-là sont importantes pour moi, donc je les ai remises en premier plan. Donc là, ces 2 semaines, au-delà de digérer l'Inde, c'est aussi des 2 semaines où j'écluse les priorités.
qui date d'avant l'Inde, avant mon voyage, pour pouvoir ensuite reprendre cette structure que j'ai mis en place, qui est nouvelle, qui va débuter à partir de la semaine, pas la prochaine, mais celle d'après. Parce que la semaine prochaine, j'ai la chance d'accueillir Adam et Nathalie pour le premier module de leur formation au Chala et dans nos gîtes. Merci, la vie, merci. Donc je vais non seulement suivre le module, mais en plus, ils vont faire vivre les gîtes. C'est le deuxième groupe qui arrive dans les gîtes. Le premier, c'était ma formation en février. Donc c'est pour l'instant, les gîtes n'ont vu que des yogis passionnés. Donc je suis trop contente parce qu'il y a des good vibes qui se posent là pour les locations après. Donc si tu veux nous rejoindre, surtout, n'hésite pas. Il est encore temps de contacter Adam et Nathalie si le yoga de la voix te parle pour nous rejoindre mercredi prochain, ici en Côte d'Armor, dans un lieu ressource. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont priorisées, mais dans 2 semaines, je sais déjà que, mon fonctionnement ne va pas être celui d'avant. Je vais faire moins, mieux. Ça change pas que je vais rester multipotentielle et entrepreneuse. Ça change pas que je vais rester une grande curieuse de la vie. Je vais pas me changer pour ça. Mais je sens bien qu'il y a des choses que je veux mettre au monde et il faut y aller. Donc voilà, notamment les mentorats que vous me réclamez depuis un moment, la mise en place de suivi personnalisé encore plus poussé. Tout ça, en fait, ça va revenir en premier plan, par rapport aux sessions hebdomadaires, aux ateliers. Donc il y a pas mal de choses qui vont bouger. Une autre, prise de conscience ou en tout cas, quelque chose qui m'impacte aujourd'hui, c'est, le yoga ne s'apprend pas, il se vit. Alors là, tu dis: «Merci Anne-Gaëlle, tu mets les 2 pieds dans la mare, génial, on n'était pas au courant». Écoute bien mes mots, le yoga ne s'apprend pas, il se vit. C'est-à-dire que tu auras beau faire toutes les formations du monde, tu auras beau lire tous les livres que tu veux et là c'est des réflexions que je me suis faites, si tu me connais, tu sais, j'ai lu des livres longs comme le bras. Je crois qu'aujourd'hui, on faisait le calcul, juste avant que je parte en Inde avec mon conjoint, parce qu'on va avoir le renouvellement Calliope qui arrive en mai. Mais si je me trompe pas, je suis à plus de 3 200 heures de formation depuis 2012, sans compter les formations qu'on ne compte pas, pour des raisons diverses. Mais voilà, notamment le chamanisme. Mais bref, le yoga ne s'apprend pas, il se vit. C'est-à-dire que, tu pourras faire des formations pour être un bon guide de yoga ou une bonne guide de yoga. Tu pourras faire des formations pour approfondir un sujet. Mais ça veut pas dire que tu connais le yoga. Le yoga, en fait, c'est un état d'être. Donc, ça a été une déconstruction forte de certaines de mes croyances où j'avais l'impression de pas savoir assez, de pas être légitime, de pas. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ce séjour où j'ai pu échanger donc avec le swami, enfin où il échangeait avec nous, c'était pas en tête à tête, mais voilà, où il partageait pendant les satsangs les livres auxquels j'ai eu accès à la bibliothèque de l'ashram, qui ont ouvert des horizons et des questionnements qui étaient, super puissants, mais aussi les partages avec Adam et Nathalie, bien évidemment, où j'ai réalisé que, certaines de mes croyances sur cette légitimité à devoir suivre des formations et savoir, et ben, en fait, elle est légitime, mais elle doit aussi être mise en regard de l'expérience et du vécu. En fait, le yoga, encore une fois, c'est un état d'être. Le yoga, c'est la capacité à se questionner, à être connecté. Alors après, ça dépend si tu es dans une lignée dualiste ou non dualiste, mais dans la lignée de Sri Aurobindo, en tout cas, qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est cette conscience qu'on est connecté. En fait, on est interconnectés, on est tous et toutes issus, de la même source. Et on fait partie de cette même source et on danse et on vit dans cette même source. Et du coup, bah oui, tu peux apprendre à faire des salutations au soleil, ça va faire du bien à ton corps, tu vas en parler après, mais c'est pas le yoga. Et donc transition vers ce fameux point, le yoga n'est pas ce que tu fais sur ton tapis. En fait, c'est ce que tu vis avant, pendant et après ce que tu pratiques au niveau de ton cœur et au niveau de ton inconscient et de ton conscient. C'est-à-dire que, encore une fois, tu pourras faire des salutations au soleil, ça va faire du bien à ton corps, ça va délier tes articulations pour être en méditation ensuite, pour pouvoir pratiquer des pranayama avec plus de légèreté. Faire des mouvements au niveau du haut du corps, du bas du corps vont peut-être t'aider à libérer ta voix pour le yoga de la voix, pour chanter plus juste parce que c'est une préparation, mais c'est pas ça le yoga en fait. Et Adam m'a dit quelque chose qui m'a, frappée à un moment où je lui disais: «Bah oui, mais voilà, dans ma pratique personnelle», et il m'a coupé, il me dit: «Mais Anne-Gaëlle, en fait, laisse les postures. Tu maîtrises les postures, même si tu fais pas les postures entre guillemets, qualifiées d'avancées par certains yogis, et cetera. Tu maîtrises les postures, tu connais la pratique posturale du yoga, mais sors de ça maintenant, va au-delà». Et là, ça a été une grande claque parce qu'en effet, mon chemin à moi, c'est d'aller au-delà, pas dans le sens c'est mieux que, j'adore le postural et je continue à faire du yoga postural parce que ça me fait du bien, ça me canalise, ça canalise mon hyperactivité, ça fait du bien à mon corps, ça me muscle, ça travaille ma souplesse. Je ne crache pas du tout sur le yoga postural. Mais là, j'ai mis un cran de plus dans ma pratique personnelle sur mes assises de méditation.
sur mes temps de respiration et de vibration par le chant et surtout sur les temps de silence, donc méditation. Et j'avais pas vraiment de pratique de méditation avant. Je pouvais m'asseoir, observer mon souffle, observer le flot de mes pensées. Là, j'ai la chance d'acquérir une pratique de méditation hyper pointue qui me fait grandir, qui me nourrit. Et ben, c'est ma pratique personnelle, c'est ça. Et tout ce qui est autour, le postural, les pranayamas, les mantras, c'est pour nourrir ce temps-là, en fait. C'est pour l'accueillir et le vivre pleinement. Et le yoga, c'est ça pour moi. Et c'est ce qui est dit aussi dans les textes quand on étudie un peu les Upanishads, les Védas, euh, l'Advaita Vedanta. Le yoga, c'est un état d'être et de connexion à tout ce qui est. Et même ça le définit pas. Parce qu'en fait, c'est comme ce que Coralie nous rappelle beaucoup en formation de Yin Yoga. Quand tu essayes de poser des mots sur le Tao, eh ben, il t'échappe. Ben, c'est pareil pour le yoga. Dès l'instant où tu essayes de le définir avec des mots qui sont dans notre langage, donc qui ont un certain contexte et une certaine conception, c'est dur de le définir. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre prise de conscience très forte, même si je le savais comme toi, hein, je suis sûre. On a entendu que le yoga est un état d'être, que c'est pas les postures. Et pourtant, on dit qu'on va pratiquer le yoga quand on va sur les tapis. Et pourtant, on dit qu'on a une pratique de yoga parce qu'on fait des salutations au soleil. Et c'est pas complètement juste. C'est ça, moi, que j'ai questionné et que j'ai ramené avec moi. C'est cette vision de, c'est pas complètement juste de dire ça. Et c'est chouette parce que ça ouvre encore tout un chemin d'apprentissage et de pratique personnelle, mais cette fois-ci dans le silence et l'immobilité. Et j'ai laissé plein de choses physiques en Inde avec ça. En lâchant ça, mon corps, il a changé aussi en Inde. C'était assez impressionnant. Donc une autre prise de conscience, mais qui rejoint à la fois cette conscience du yoga et aussi de moins tu as, plus tu vis, c'est moins tu fais, plus tu grandis. Donc ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, où je vais à nouveau reprioriser ma vie pro et perso autour d'éléments qui sont plus riches pour moi et plus forts, et vraiment me détacher de certaines choses qui peuvent peut-être, pour moi aujourd'hui, me paraître beaucoup plus illusoires. Heu, Notamment, et ça va pas t'étonner, hein, les réseaux sociaux. Certes, depuis 1 an, je les vois vraiment comme des outils et non plus comme des plateformes sociales. Il faut arrêter de se leurrer, ce sont des outils de marketing et de communication. C'est pour ça que c'est important quand vous venez sur Instagram ou Facebook, de liker les posts que vous aimez, d'échanger, de partager, parce que en fait, c'est ce qui permet aux personnes qui vous partagent ça que vous aimez, de continuer à le faire. C'est pas des outils sociaux. Et du coup, là vraiment, je me rends compte que je veux faire moins, mais mieux. Donc de reprioriser. Et c'est un élan que j'avais, si tu as déjà écouté mon podcast, à la fin de l'été dernier et au printemps de l'année dernière, c'est un mouvement que j'avais déjà initié l'année dernière, mais alors là, le clou a bien été enfoncé, c'est bon. Donc prépare-toi à avoir de belles propositions abouties, et peaufinées. Une autre prise de conscience que j'ai eue qui va peut-être te surprendre, encore une fois, c'est l'humain est clé. C'est-à-dire que j'ai vécu à quel point et le vivant l'humain et le vivant sont au centre de nos existences. Tout le reste, encore une fois, est illusoire. La façon dont tu interagis avec l'autre, dont tu le regardes, la façon dont tu te juges toi-même, dont tu t'aimes, dont tu respectes le vivant autour de toi, définit nos existences. C'est extrêmement puissant de prendre conscience de ça vraiment et de le vivre. Et surtout pour moi qui suis une personne qui était plutôt en retrait avant, qui avait tendance, à rester un petit peu en lisière de forêt. Je l'avais partagé, je crois, dans un autre épisode, mais mes amis m'appellent souvent, la sage du village. C'est-à-dire cette femme qui est, souvent dans sa hutte ou sa maison, en train de préparer des remèdes, en train de préparer des choses pour plein de gens, mais qui reste dans sa maison et à laquelle on vient quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin de rencontrer quelqu'un, quand on a besoin d'approfondir un sujet. Mais j'avais pas tendance à aller vers l'autre en fait. Ça s'est mis, beaucoup plus en marche depuis que je suis en Bretagne parce que je suis à l'aise dans cette région, parce que je l'aime d'amour, parce que j'ai ouvert le Chala, que les gens qui viennent au Chala sont juste adorables comme les personnes que j'avais à Paris. Mais à Paris, on a cette vision qui est réduite en fait, hem et je trouve qu'ici et depuis que je suis allée en Inde et que je suis rentrée, cette vision elle s'est vraiment totalement, complètement ouverte maintenant. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de l'autre et donc je n'ai plus peur de moi-même. Et donc j'ai pas peur de mon ombre, comme on dit. Et c'est quelque chose qui change ma vie perso et ma vie pro. Hem,
depuis que je suis rentrée en Inde, j'ai aucun problème à parler de mon activité, de mes prix, de ce qui est juste ou pas, de ce que tu peux trouver ou non dans mes formations, et vraiment de l'acter, en fait. Alors qu'avant, j'avais tendance à toujours me dire: «Tiens, il y a une personne qui me propose ça, il faudrait que je le mette, elle cherche ça», et je me modelais un peu en fonction des retours que j'avais à droite et à gauche. Là, maintenant, pour moi, c'est clair que je suis un bout d'existence, je suis un être humain, et si je veux me connecter à toi, bah, aujourd'hui, je vais être toi, et c'est ce que je porte aussi dans mes accompagnements. C'est ça qui est beau, c'est que le cordonnier est souvent le plus mal loti. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes, genre, là, c'est je pense à un accompagnement que je fais en ce moment, à, se mettre en lumière, à s'affirmer, à donner la valeur juste à ce qu'elles proposent au monde. Mais pour moi, j'avais tendance à ne pas trop le faire. J'avais tendance à me mettre en retrait, et là, maintenant, c'est fini, et vraiment l'humain est clé, c'est-à-dire, être dans son coin ne suffit pas. Heu, il me reste 2 prises de conscience. Une autre prise de conscience que j'ai eue, c'est que les réponses viennent quand on ne se pose plus la question. Je suis partie en Inde avec, plein de questions, et je me rappelle de Léa justement qui m'avait dit: «Tu verras, en Inde, tu vas l'Inde te donne toujours les réponses à tes questions». Elle a beaucoup voyagé en Inde, et je m'étais dit: «Bah, chouette, parce que j'en ai besoin». En tout cas pour moi, dans ce séjour-là, ça a été vrai, mais c'est au moment où j'ai arrêté de me poser les questions que les réponses sont venues. C'est-à-dire que c'est au moment où j'ai arrêté d'y réfléchir que, par la méditation, et cette fameuse méditation, ça m'est venu, et ça a été, vraiment mis en lumière, et en fait, je me suis rendu compte à quel point la question contient déjà la réponse en général. C'est juste que soit on n'ose pas, soit on complique l'histoire. Mais quand tu te poses une question, tu as déjà la réponse. Hem, J'avais partagé là-dessus d'ailleurs sur ma page Facebook il y a quelques années. Ça me fait sourire parce que je viens juste d'y repenser là, à cet instant. J'avais fait un post justement qui disait: «Si tu te poses la question, c'est que tu as déjà la réponse, en fait», et c'est vrai. Franchement, c'est très, très vrai. Après, il y a peut-être des détails qui sont pas clairs, et encore une fois, il y a peut-être le mental qui, entre guillemets, «te l'a fait à l'envers», comme je le raconte parfois. C'est-à-dire qu'il va nous dire, voilà, qui va nous créer des défis, des obstacles, des machins, mais en fait, il y a rien de tout ça. Quand tu te poses une question, tu as déjà la réponse. Donc pose-toi, à la limite en méditation, la question, écoute juste ton corps, écoute ton ressenti, et tu auras la réponse. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que tu peux l'incarner à cet instant-là? Est-ce qu'elle est juste pour toi à cet instant-là? Mais tu as la réponse. Et le dernière prise de conscience qui a enfoncé le clou de quelque chose que j'avais déjà planté, alors notamment, dans les derniers épisodes de podcast, fin février, début mars, c'est que je suis une yogi preneuse. C'est-à-dire que j'aime partager ma passion, et que je sais que pour le faire correctement et pleinement, je dois le faire à temps plein. Donc, je suis yogi preneuse, c'est-à-dire que le yoga, la spiritualité, sont mes moyens en France de gagner ma vie, et je l'assume pleinement. C'est-à-dire que l'un est au service de l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. Parfois je culpabilisais avant de me dire, surtout que moi j'ai un bac+5 en marketing à l'origine, et plein de gens disaient: «Ah, marketing, c'est le diable, oh mon Dieu, c'est manipuler les gens, c'est», mais non, en fait, le marketing, encore une fois, c'est le bon produit au bon moment, au bon prix, au bon endroit. Imagine si vraiment, il faut respecter ça. Ce qui est mauvais dans la communication, dans le marketing et dans l'humain, c'est quand on manipule ces données-là, quand on manipule ces pratiques-là à notre avantage personnel, pour notre petit nombril. En tout cas, je suis yogi preneuse, et je vais continuer à t'accompagner dans ce sens-là, comme j'ai pu le faire avec les dernières interviews avec Alexandra qui nous a parlé du gratuit, dans le yoga, comme j'ai pu te le faire en te parlant, est-ce que, les cours en ligne et les cours en présentiel, c'est vraiment, antinomique, ou est-ce que tu peux le faire ensemble? Voilà, tous ces contenus-là vont continuer à vivre et être enrichis dans les mois à venir, parce qu'en fait, oui, la spiritualité, oui, je vais te parler de ta sadhana, je vais te parler, du grand tout, je vais te parler de ton intuition, de ta créativité, de ta pratique personnelle, de ce que c'est pour moi la spiritualité. Mais je vais aussi, à toi, qui m'écoutes dans ce podcast en français, te parler de comment en vivre, comment le faire avec authenticité. Alors même si c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, comme beaucoup de mots, mais en tout cas le faire avec ta lumière, avec ton incarnation. Et ça fait du bien, parce que du coup, 2 mondes que j'opposais sont maintenant, complètement fusionnés. Il y a plus de questions là-dessus, et tu l'as peut-être senti là dans tous les points que j'ai nommés, en fait, chacun a nourri l'autre. Chaque réflexion, chaque prise de conscience a nourri la suivante, et c'est pas fini. Donc voilà, ça c'était les prises de conscience, et c'est les impacts qu'il y a eu dans ma vie au quotidien, perso et pro. Alors là, je vais te dire maintenant, je vais te partager, ça va aller un petit peu plus vite, ce que je ferai différemment la prochaine fois que je vais partir en Inde ou en voyage, mais ce sera probablement l'Inde, mon prochain grand voyage, et cette fois-ci, j'emmène ma fille et mon conjoint avec moi. C'est non négociable. Hem, donc ces conseils-là, c'est vraiment pour profiter un maximum sur place, de ton temps sur place, mais aussi pour que ton retour soit un peu plus doux.
Donc le premier conseil que je te donne, c'est prends encore moins. Si tu as fait ta valise, tu es prête à partir, revide-la, refais le tri. Sur place, tu vas avoir si tu pars en tout cas dans un contexte de formation, dans un contexte d'apprentissage, tu vas avoir besoin de très peu de choses. Sur place, tu peux trouver de la lessive à main pour faire des lessives. Tu prends le moins de vêtements possible, il fait très chaud quasiment toute l'année, sauf si tu es en Inde du Nord entre décembre et février. Là, va falloir trouver de la laverie. Il y en a une à Rishikesh. Mais en tout cas, prends moins. Prends vraiment l'essentiel, prends ce qui est vraiment utile pour toi. Aujourd'hui, personnellement, je prendrais encore moins. J'avais pas énormément de choses, mais je prendrais encore moins. J'avais pris une boîte d'aquarelle, j'ai pas du tout eu le temps de peindre et aujourd'hui, je réalise que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était mon téléphone pour garder le contact avec ma fille et mon conjoint, pour s'envoyer des petites vidéos et des bisous et se souhaiter des bonnes nuits. Mon carnet, mon journal, ben ça tu t'en doutes sûrement, mais mon journal, a été je pense que j'ai écrit un livre quand j'étais en Inde. Hem, j'ai même pas pris mon agenda avec moi, là-bas. J'ai pris un carnet pour réfléchir, un tout petit carnet pour réfléchir au niveau pro. Quand j'avais des idées, quand j'avais des réflexions professionnelles, je les notais dans ce carnet, comme ça restait pas dans ma tête. Hem, voilà et après il y a des choses qui sont essentielles en Inde, que je te conseille vraiment de prendre qui sont, de l'anti-moustique, une crème solaire, de prendre une serviette éponge à toi, une serviette propre à toi. Si tu peux emmener de la lessive à main dès le départ, c'est mieux parce que, bah, les produits, en Inde sont pas les mêmes qu'en France donc moi je sais que j'ai un produit de lessive à main que j'aime bien. La prochaine fois, je l'amènerai avec moi parce qu'il est très efficace. Mais prends encore moins, va à l'essentiel. J'ai utilisé la même paire de chaussures pendant tout le séjour. J'en avais une deuxième au cas où on allait marcher ou quoi, qui était fermée. Voilà, je suis pas déçue de l'avoir pris parce que pour traverser Paris et tout, j'étais bien contente de pas être, dans mes Birkenstock, au mois de début mars parce qu'il faisait quand même encore un peu frais. Mais personnellement, voilà, si je pars, plus tard, bah, je prendrai qu'une seule paire de chaussures. Parce qu'en fait, voyager léger, encore une fois, c'est de la charge mentale et des questions que tu vas te poser en moins une fois sur place. Ce que je ferais différemment aussi, c'est d'organiser mes temps d'échange perso et pro en amont, et de pas hésiter à changer de plan en cours de route. Très vite, en fait, on a établi avec mon conjoint, il y avait 4 heures de décalage entre, là où je me trouvais, donc c'était 4 heures de plus par rapport à la Bretagne. Donc en fait, le matin quand j'allais prendre mon petit déjeuner, donc après le carrelage, après la méditation, après la pratique du matin, parce que je voulais vraiment pas regarder mon téléphone, j'avais pas mon ordinateur, mon téléphone avant. Mais en allant prendre le petit déjeuner, je faisais une mini vidéo, voilà, pour souhaiter une bonne journée à ma fille, pour qu'elle me voie parce que ça la rassurait, pour lui raconter un peu ce que j'allais faire de ma journée. Et le soir, en allant me coucher, donc après le dîner, je refaisais une petite vidéo pour raconter ma journée. Si c'était le week-end, on s'appelait, voilà, pour échanger de vive voix. Hem et c'était tout, en fait et après dans la journée, si parfois j'ai envoyé quelques photos rigolotes, à mon conjoint ou à ma fille ou échangé avec mon conjoint sur certaines organisations qu'on avait ici. Mais pour la partie perso, j'ai vraiment cadré comme ça, j'ai échangé avec personne d'autre et c'était très bien. Les personnes qui sont dans mon entourage savaient où j'étais, ceux qui voulaient vraiment des nouvelles ont contacté mon conjoint pour savoir si tout se passait bien et basta. Au niveau pro, en fait, j'ai aussi canalisé beaucoup, c'est-à-dire que je ne travaillais que l'après-midi pendant ma pause déjeuner. Donc il y a 4 heures de décalage, donc c'était le matin en France et en général, ça consistait juste à, faire une mini visio ou échanger sur Notion dans des commentaires ou sur WhatsApp. Et en fait, c'était le seul temps où j'ouvrais WhatsApp ou alors je regardais mes mails et je répondais à mes mails pro. Ce que j'ai très bien fait parce que j'ai des opportunités qui sont tombées, bien évidemment, pendant que j'étais en Inde, donc j'étais bien contente de pouvoir y répondre, sinon j'aurais raté le coche. Mais voilà, le fait d'avoir cadré, ça fait que je savais que je utilisais très peu mon téléphone dans la journée. Je l'utilisais essentiellement pour faire des photos, prendre des notes et après, voilà, échanger avec ma fille et mon conjoint le matin et le soir et dans l'après-midi, à un moment, je plaçais 1 heure grand maximum, c'était déjà énorme, pour le pro. Mais je te conseille vraiment de faire pareil parce que ça évite les dérapages et ça évite de pas voir le temps filer et de pas profiter de ton séjour, quoi. C'est quand même très dommage. Beaucoup de choses peuvent attendre qu'on rentre. Une autre chose que je ferais bien évidemment, c'est d'anticiper le retour. Alors ça, c'est un truc, je pense que ça doit pas être dans mes gènes ou mes habitudes, mais je n'anticipe jamais assez, mes retours de voyage au niveau professionnel. Donc en fait, moi je sais que là, que si je repars dans les 2 semaines qui suivent, je calerai pas de gros événements, de gros rendez-vous, de calls importants ou de livraisons dans les 2 semaines qui suivent le retour.
Là, tu vois, j'ai un petit peu, dérivé, donc je dois livrer 2 malas, rapidement. J'ai eu ce matin qui était géniale, une initiation du yoga dans une entreprise, c'était top, hein. J'ai eu un rendez-vous à l'hôpital la semaine dernière, donc bref, tous des trucs où en fait avec le recul, je me suis dit: «Non, la prochaine fois, c'est décalé». L'idée, c'est vraiment de pouvoir, faire ça plus tard, dans la mesure du possible, et de pas, brusquer le retour pour vraiment pouvoir décanter. Parce que tout ce que tu vas voir et apprendre est tellement riche que t'offrir ce temps après, ça fait partie vraiment du voyage, plutôt que de reprendre le quotidien. Si tu le peux et autant que tu le peux. Voilà. Pour certaines personnes, ça va peut-être être juste 2 jours tampons, 3 jours tampons, voilà. On fait toutes, là, franchement, j'avais pris que 3 jours au final tampons, et avec le recul, ben, la prochaine fois, ça sera 2 semaines de, juste de ongoing, de rephasage, de recadrage. Hem Ce que je ferai également et que j'anticiperai beaucoup mieux que ce que j'ai fait là, ça a été quand même mon plus gros, fail avant de partir, c'est de déléguer. Hem, Notamment, j'ai voulu déléguer la gestion d'Instagram et des newsletters à une personne qui est, extrêmement, sympathique et qui, bosse très bien, qui bosse avec moi sur la conception rédaction, qui est une vraie plume que j'adore. Tous les articles de blog, je les écris avec elle, elle repasse sur mes newsletters. C'est un monde merveilleux depuis que je travaille avec elle. Mais en fait, je m'y suis pris en janvier, début janvier pour, lui déléguer éventuellement quelques posts Instagram par semaine et ma newsletter, et en fait, je me suis rendu compte que c'est trop court, notamment parce que le profil qu'elle a, en fait, elle est pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux, ce qui est OK parce qu'à côté de ça, elle a énormément de compétences dans plein d'autres domaines. Mais en fait, du coup, je lui ai pas laissé le temps, d'acquérir les compétences. Donc le problème aussi qu'il y a eu, c'est que du coup, je m'en suis malheureusement rendu compte après avoir passé du temps et de l'argent à la former et et à préparer ça, mais c'est un excellent apprentissage. Donc délègue, et délègue au moins 6 mois avant. C'est-à-dire que 6 mois avant, la personne qui va avoir une tâche que tu vas lui déléguer, elle est au courant, elle va pouvoir te faire part de ses process, et vraiment délègue 6 mois avant. Et n'attends pas 2 mois avant, c'est beaucoup trop court. C'est pas du tout raisonnable. Donc j'avais anticipé très bien sur le podcast, donc vous avez tous vos épisodes de podcast comme prévu. J'avais filmé avant de partir, même si ça a été un peu ric-rac sur certains. Hem Et sur la newsletter, ce que j'ai fait, en fait, c'est que si tu es abonné à ma newsletter rituelle, tu en as reçu une pendant l'Inde, et en fait, après, j'ai décalé d'une semaine, donc tu as reçu, avec une semaine de décalage, la semaine dernière, une autre newsletter, et c'était très bien. Tout le monde a survécu. Ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps pour moi, et puis finalement, ça m'a permis d'écrire cette newsletter en Inde. Donc si tu veux la recevoir, inscris-toi parce que, en fait, j'envoie la newsletter le dimanche et je fais un renvoi le vendredi d'après pour les personnes qui ont pas forcément ouvert, et du coup, bah, tu peux si tu t'inscris là, tu peux recevoir les rituels, au fil de l'eau, et tu peux retrouver les éditions précédentes sur mon site aussi. Mais voilà, donc en tout cas, j'avais anticipé le podcast. Finalement, la newsletter, j'ai jonglé comme ça, et j'ai gardé la gestion d'Instagram en te faisant voyager avec moi en Inde, et il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié, donc finalement, c'était entre guillemets «un mal pour un bien». Mais ça m'a permis aussi de partager. J'ai partagé beaucoup moins donc sur Instagram, mes stats ont chuté, hein, je vais pas te le cacher. Mais voilà, c'est fait comme ça et je regrette pas du tout parce qu'à côté de ça, ce voyage en Inde, il était unique, il était, exceptionnel, et il était hors de question que pour aller poster sur Instagram, je passe 2 heures, dans la semaine à faire un reel ou un machin ou un truc. C'était pas possible. Donc j'anticiperai beaucoup plus le fait de déléguer, en fait. Hem Voilà, donc ça, c'est vraiment, les choses que je ferais différemment. Dans mes conseils, vraiment là, je vais te lister les conseils du coup qui finalement, ces conseils qui vont suivre sont des résumés de tout ce qu'on vient de se dire, et surtout des choses que tu vas pouvoir mettre en place très facilement et pratiquement si tu pars à l'étranger ou même si tu t'absentes pendant quelque temps, si tu veux faire une pause dans ton activité. Voilà, c'est des conseils, que j'ai listés et qui, font aussi office pour moi de to do pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est parti pour les conseils pour, revenir et partir beaucoup plus sereine et serein. Ne prends que l'essentiel, en vêtements, en objets, en électronique surtout, ne prends que l'essentiel. J'ai noté: la lessive à main, c'est la vie. Oui, parce que du coup, ça m'a permis moi de laver beaucoup de choses sur place. Il fait chaud donc ça sèche très vite. J'avais que des matières naturelles qui séchaient hyper vite, et donc ma valise était bien réduite. Emporte un livre qui t'inspire, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été un vrai délice de, lire ce livre pendant 3 semaines, d'y revenir, de le poser, de voyager avec ce livre en parallèle, et prends aussi de quoi noter si tu as un journal. C'est le moment idéal, en fait, parce que prends un format peut-être qui est plus pratique selon si tu pars en sac à dos ou en valise ou autre. Moi, j'avais bien évidemment mon Luce Carmen avec moi, mais voilà,
prends un journal parce que tu vas forcément avoir des réflexions, des prises de conscience du vécu. En tout cas, moi, quand je pars à l'étranger dans des voyages comme ça et surtout en ashram avec une partie vraiment spirituelle et autres, heu, j'avais besoin de ce temps de pouvoir écrire parce que quand j'écris, mon mental ralentit aussi et j'ai écrit des choses aussi qui sont vraiment sorties de mon cœur, quoi, qui sont vraiment venues du bide, et qui m'ont permis de digérer, d'assimiler cette prise de conscience. Hem, Prendre des tenues qui respectent ton environnement et la culture dans laquelle tu vas et là, encore une fois, mais un énorme merci à Léa qui m'a équipée avant de partir en m'envoyant un colis. Elle m'a envoyé des tuniques, et des pantalons, qui allaient sous les tuniques. Moi, j'avais des leggings, donc j'ai pu aussi, composer avec ça. J'avais certaines tuniques ici. Quand tu vas dans un pays, respecte le code vestimentaire, s'il te plaît. C'est aussi un truc qui m'a personnellement choquée à Rishikesh. Il y a des femmes qui se baladent en short hyper courts et en brassière dans les rues de Rishikesh. Il y a des hommes qui sont en short et en débardeur dans l'ashram. Je suis navrée, je suis pour la liberté de chacun, mais en fait, aller dans un ashram ou aller en Inde ou, partir au bord de plage en Côte d'Azur, c'est pas la même chose. Il y a un dress code quand même, il y a une culture à respecter. Là-bas, les femmes et les hommes, hein, se couvrent les bras, se couvrent les jambes, et c'est quand même plus respectueux quand tu vas dans un pays pour le découvrir et puis aussi être accueilli, d'accepter cette vision-là que d'importer ta vision française là-bas et de t'habiller comme tu t'habillerais à Paris. Je veux dire, c'est pas Paris, c'est l'Inde. Et aussi parce que leurs tenues sont mais vraiment, forcément faites pour sur place. Donc les tuniques en coton et en lin hyper légères à porter quand il fait super chaud, hyper confortables. Les bras couverts pour les piqûres de moustiques, génialissime. Voilà et les jambes aussi parce qu'il y a beaucoup de poussière à Rishikesh ou à Haridwar ou, en Inde au global. En fait, sur les routes, il y a beaucoup de poussière donc ça te protège aussi les jambes, ça te protège le corps, ça te protège du soleil et tu as pas chaud parce que c'est des matières naturelles. Donc encore une fois, prends des tenues adaptées à la destination dans laquelle tu vas. Ne prends pas tes tenues. Renseigne-toi avant et là, c'est une grande chance que j'ai eue parce qu'au-delà de Léa, Nathalie, nous a vraiment partagé aussi le dress code de l'ashram et le dress code en Inde et j'ai eu beaucoup de reconnaissance pour ça parce que du coup, j'étais à l'aise partout. Quand je me suis baladée à Haridwar, j'ai eu aucun problème à pouvoir rentrer dans des temples parce que j'avais les bras couverts, les jambes couvertes et que j'avais une étole pour me couvrir la tête et ça m'a permis d'aller dans l'ashram de Neem Karoli Baba, dédié à Hanuman. Je vais en pleurer encore une fois. Mais bref, qui a été, un moment de vie absolument incroyable. C'était blindé de monde parce qu'en plus c'était le mardi et merci encore une fois à Nathalie de m'avoir conseillé d'y aller un mardi. Il y avait toutes les cérémonies, toutes les pujas, il y avait un Hanuman géant, il y avait l'Hanuman Chalisa qui était chanté par les Indiens en fond et j'ai regretté de ne pas avoir pris mes notes parce qu'il y avait que le Chalisa en tamoul. Je ne lis pas le tamoul et je ne connais pas encore l'Hanuman Chalisa, mais c'était tellement beau comme moment. Bref et j'aurais pas pu y aller si j'avais pas eu ce dress code parce que ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Donc voilà. Prévois un sac pratique que tu peux emmener aussi bien pour aller faire une petite marche, pour aller, passer ta journée à aller dans la salle de pratique, le réfectoire, te balader dans l'ashram et pour aller faire du shopping. Le sac fourre-tout, c'est magnifique. Moi, j'avais un tote bag de chez Fracas, que j'avais eu à Fracas quand j'ai acheté donc Fracas, c'est une boutique qui est à Lorient, qui est une librairie et céramique, tenue par Margot et Guillaume, qui est juste génialissime. J'ai interviewé Margot dans le podcast, dans l'épisode de septembre dernier. N'hésite pas à aller le voir, elle nous partage des petites pépites. Mais voilà, j'avais juste ce tote bag qui prend pas de place dans la valise, qui est allé partout, qui permet de vraiment de fourrer, les lunettes de soleil, tes roupies, ton carnet de notes, enfin voilà, ce que tu as besoin d'avoir avec toi pour aller faire un tour. Et prévois un sac qui est pratique et que tu peux fermer. Le tote bag que j'avais de Fracas, je l'avais vraiment sous le bras, mais j'en avais aussi un avec un zip qui est merveilleux, et ça permet d'être sécurisé parce que c'est vrai que parfois tu vas dans des foules où il y a beaucoup de pickpockets. Les gens d'ailleurs nous le disaient autour: «Pickpocket, bag in front», même les gens autour de nous le disaient de faire attention, voilà, pour pas, se faire voler des objets pendant les mouvements de foule, enfin pendant les bains de foule quoi. Voilà, quand tu te balades en ville également. Donc prévois ce petit sac merveilleux qui te prévoit tout. Moi, j'avais aussi donc j'avais un tote bag, j'avais le tote bag qui est fermé et j'avais un sac à dos pliable. En fait, je sais pas si tu connais ça, mais c'est un sac à dos, en fait, c'est dans une pochette et puis tu peux le déplier et le replier. Voilà, j'avais trouvé ça chez Passenger. Il était en solde quand je l'ai acheté en décembre et c'était, juste merveilleux parce que dans le sac à dos, voilà, quand on est parti à Rishikesh, j'avais mis tout dedans et en plus, il a une fermeture qui est, inébranlable donc impossible de prendre des choses dedans si c'est pas moi qui l'ouvre. Un autre conseil que je te donnerais, c'est l'e-visa pour aller en Inde. C'est une super procédure qui permet de faire ta demande de visa
en ligne, de gagner du temps. Il faut juste bien respecter les dates. Voilà, il faut pas que tu le fasses plus d'un mois avant ton départ parce que sinon il sera plus valable au moment où tu prends l'avion et tu ne monteras pas dans l'avion. Ou si tu arrives à monter, tu ne passeras pas la frontière indienne, c'est certain, à l'arrivée. Mais voilà, si tu respectes bien les dates qui sont clairement dites sur le site, ce e-visa est merveilleux. Tout se fait en ligne et tu as une validation très rapidement. Donc c'est bien et le e-visa, c'est pour le visa tourisme, donc c'est pour les 1 mois, je crois. Je crois qu'il y en a un pour le 3 mois aussi maintenant, mais je suis pas sûre, renseigne-toi. Mais fais le e-visa, vraiment, tu gagnes plein de temps et c'est un max de tranquillité. Tu imprimes un mail quand tu pars, tu le glisses dans ton passeport, tu as tout ce qu'il te faut. Un autre conseil que je donnerais, c'est d'avoir une carte Wise si tu pars régulièrement à l'étranger. Wise, en fait, c'est une carte internationale qui te permet d'acheter des monnaies au moment où ça t'intéresse, donc de les acheter à un taux bas et intéressant et de les stocker sur ta carte et de les transférer. Donc par exemple, tu peux, virer des euros de ton compte perso sur la carte Wise pour utiliser des euros, mais tu peux aussi acheter des roupies au moment où le taux est le plus bas. Moi, c'est ce qu'on avait fait avec mon conjoint, il m'a offert ça à Noël et en fait, en février, le taux des roupies est descendu, mais c'est dégringolé. On était à 0,94 et du coup, on a acheté des roupies qu'on a mis sur la carte et tu peux payer avec en Inde parce qu'ils sont hyper en avance là-dessus. Tout se paye par carte et il y a une appli sur le téléphone pour payer avec le téléphone. Donc c'est énormément de tranquillité. À un moment, j'ai eu un souci, voilà, au niveau de mon espèce et tout, il y avait pas forcément de distributeur et j'ai pu payer avec la carte Wise, c'était super et surtout ça marche avec toutes les monnaies du monde entier. Donc là, on l'a prise aussi parce que mon conjoint se déplace, souvent en Suisse, donc ça va permettre de guetter aussi les francs suisses. Voilà et si tu voyages dans d'autres pays hors Europe, mais même si tu veux mettre des euros dessus, c'est hyper intéressant en fait d'avoir une carte Wise pour, faire ça. Si tu es intéressé, je t'ai mis mon lien de parrainage en dessous qui me permet moi d'avoir un petit bonus si tu l'utilises. Donc ça mange pas de pain. Je te donne l'info et en contrepartie, hésite pas à utiliser ce lien-là pour que moi j'ai un petit retour, sur ce partage que je viens de te faire. Règle bien ton administratif avant de partir. Paye toutes tes factures perso et pro. Clôture tous les rendez-vous. Préviens les personnes que tu pars. Mets un message d'absence sur ta messagerie. Dis-le sur les plateformes. Dis-le dans ta newsletter parce que du coup, ça va te permettre de partir beaucoup plus sereine. Choisis à nouveau très bien ton groupe et tes guides avec qui tu pars. Donc, n'hésite pas à demander à échanger avec la personne avant de partir pour voir si le feeling match, pour savoir comment est le groupe, comment il est composé, etc. Partir en Inde, oui, ou à l'étranger, mais avec une intention qui est claire. Vraiment, demande-toi quelle attitude tu souhaites avoir sur place, ce que tu souhaites découvrir et surtout, ce que tu ne cherches pas, ne cherche surtout pas à avoir là-bas ce que tu as ici. Voilà. Sois ouvert et ouverte. Ne cherche pas à reproduire, à retrouver ton petit café, à retrouver tes petites habitudes. Vas-y, mais vraiment en roue libre, quoi. Laisse ta vie derrière toi pendant 3 semaines. YOLO, comme il disait avant. Profite, profite, profite. Vraiment. Prévois du temps pour bosser et beaucoup de temps pour profiter pendant que tu es là-bas. Donc si tu es nomade un petit peu comme moi j'avais décidé de laisser l'ordinateur parce que c'est un moment qui était très important pour moi. C'était mon premier voyage en Inde. Et je savais que si j'avais mon ordinateur, j'ai du mal à me canaliser parce que quand je me mets sur une tâche, je me concentre, je peux perdre la notion du temps et passer 3 heures sur l'ordinateur sans m'en rendre compte. Donc il est resté en France et il a très bien vécu, moi aussi. Mais voilà, choisis des temps pour bosser et moi ce que j'avais décidé encore une fois, c'était si je devais travailler, c'était 1 heure dans l'après-midi maximum. Donc il y a des jours où j'ai pas travaillé. Quand on a fait la sortie à Rishikesh toute la journée où on allait à l'ashram de Shivananda, on est allé au bord du Gange, voir une caverne sacrée, on allait rencontrer Swami Atmananda, voilà, j'ai pas travaillé de la journée et c'était très bien comme ça. Mais en tout cas, voilà, si tu pars, pour toi, prévois les moments où tu veux bosser à l'avance et n'hésite pas à adapter sur place en fonction de comment ça se déroule et de comment est ton énergie aussi. Mais prévois surtout que ce soit des temps qui sont entre guillemets «indispensables». C'est-à-dire que tu pas le choix que de travailler à ce moment-là parce que voilà, tu es peut-être solopreneur comme moi. Donc si tu travailles pas, ta boîte ne tourne pas, et donc c'est OK de prévoir, mais prévois un temps. Donne-toi une plage et voilà, je crois que j'ai une collègue, elle est partie à Bali et en fait, la première semaine, elle a bossé et après elle s'est pris 2 semaines où elle a pas bossé. Je trouve ça merveilleux. Voilà, pendant une semaine, elle savait, elle allait s'adapter sur place, clôturer certaines choses et après pendant 2 semaines, pas d'ordi, pas de truc. Bien joué. Hem, Si tu peux donc pars sans ordi. Ou prévois, si jamais tu pars pas sans ordi, d'avoir des moments, où tu l'as et puis ensuite plusieurs jours, voire plusieurs semaines où tu le mets de côté. Comme les 2 exemples que je viens de te donner, le mien est chez ma collègue. Voilà. Ton ordinateur, il doit être là que, si tu en as vraiment besoin. On peut vivre sans ordinateur pendant des semaines.
Et le dernier conseil que je te donnerai donc, c'est délègue au max aux bonnes personnes et anticipe ce que tu as à déléguer et la façon de le faire pour toi comme pour la personne en face, pour que ce soit bien fait. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a inspiré. C'est un épisode un petit peu long, il fait un petit peu plus d'une heure. J'espère en tout cas qu'il t'a donné à la fois une vision de ce que j'ai pu, vivre en Inde, de ce que j'en ramène, même si c'est un premier décantage, un premier partage. Je pense que je reviendrai dans les épisodes à venir sur des points plus précis et des thématiques qui seront issues de ce voyage en Inde, donc reste connecté. Hésite pas à t'abonner au podcast pour recevoir les épisodes automatiquement sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas également à me dire en commentaire comment toi tu as vécu tes voyages en Inde, si tu en as fait, ou comment tu les envisages, si tu en planifies. N'hésite pas aussi à faire suivre cet épisode, et à le faire connaître et à me mettre peut-être un pouce sous la vidéo, 5 étoiles sur Apple, Podcast, voilà, que ça puisse aussi, remonter dans les moteurs de recherche et me permettre d'être plus visible. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et n'hésite vraiment pas à m'écrire pour échanger, pour partager parce que l'humain, c'est la clé. Je te souhaite une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.